Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Dans ce podcast, nous allons nous pencher sur l'ensemble de la saison 2020 et essayer de faire une sorte de petit bilan en regardant tout simplement les meilleurs coureurs de cette année 2020. On va aborder les principales catégories des awards du groupe Eto qui sont en ligne depuis quelques semaines. On vous invite à aller voter. Dans ce podcast, on va essayer de présenter un petit peu les favoris, les coureurs qui pourraient être désignés vainqueurs et qui, selon nous, seraient désignés vainqueurs. En tout cas, voilà, il y a une trentaine de catégories qui sont en ligne sur le forum du groupe Eto jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, on vous invite à y aller. Pour parler de tout cela, je suis avec nos spécialistes habituels. Brice, pour commencer, comment ça va Brice ? Ça va en pleine forme, bonsoir à tous, bonjour à tous. On est également avec Alex. Salut Alex. Salut. Ça va, t'es rassuré, t'auras pas trop à faire de compliments sur Thibaut Pinot Non, c'est bon, je pense que là ça ira. Et on finit avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut, bonsoir à tous. Alors comment ça va se passer la piste cyclocross là un petit peu maintenant qu'on n'a plus de route La piste c'est compliqué parce qu'il y a le calendrier pour la saison qui n'existe pas encore, comme il y a un changement avec les championnats du monde. Enfin, la piste est en train de repasser petit à petit à une discipline estivale. On sait pas trop ce que l'UCI est en train de faire. Le cross, ça se lance sans spectateurs, c'est triste en Belgique, là où d'habitude il y a des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent. Ça occupe d'habitude l'hiver, Et ben voilà, vous savez tout pour ce podcast. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, avant de tout simplement désigner un petit peu, voir qui a été le coureur de cette année 2020, eh bien on va se poser la question, qui est le coureur français de cette année 2020, le coureur qui a le plus marqué parmi les coureurs tricolores. Geoffrey, je vais te laisser commencer. Pour toi, qui est le coureur français qui a marqué cette saison 2020 ? Arnaud Démare. Tout simplement ? Tout simplement, le coureur qui a remporté le plus de courses dans le calendrier UCI. Alors c'est un calendrier UCI raboté, mais 14 victoires pour un Français, c'est quand même pas mal. Et un Français qui est le coureur qui gagne le plus sur toute l'année, je crois qu'on n'a pas dû voir ça depuis Laurent Jalabert. J'ai pas vérifié la stat, mais c'est pas une grosse cote que de miser là-dessus. Une stat que t'as pas vérifiée, ça c'est quand même rare. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que Arnaud Démare qui a notamment décroché le maillot de meilleur sprinter sur le Tour d'Italie. Une saison qui est quand même assez complète. Brice, de ton côté, quel coureur français tu retiens, tu mets en avant sur cette saison 2020 ? Pas très original, Julien Alaphilippe comme meilleur coureur français de la saison. Un titre de champion du monde à Imola, et quel titre de champion du monde, mais pas seulement pour son titre, c'est sur la globalité de cette saison depuis le restart, depuis le mois d'août et notamment depuis le Tour de France et les classiques qui ont suivi le championnat du monde. Voilà, pour l'intégralité de ses points forts, je mettrai Julien Alaphilippe. Et Alex, toi pour terminer, est-ce que tu aurais un troisième coureur ou alors est-ce que tu vas départager nos deux compères ? Je pense que pour moi ça se joue aussi entre Alaphilippe et Démare. C'est les deux Français qui ont fait d'énormes saisons. Je pense qu'il n'y a aucun Français qui arrive à leur niveau. Mais pour coup, je vais m'aligner avec Geoffrey. Je vais partir sur Arnaud Démare qui a remporté sur les courses où il s'est aligné sur 11 courses. Il en a gagné sur au moins 6. Il a fait une saison absolument ahurissante. Je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Tandis qu'Alaphilippe, j'attendais qu'il soit là et j'attendais au moins qu'il gagne les courses où il a gagné. Mais Démare, je ne l'attendais pas à ce niveau et pour moi, c'est le meilleur Français de cette saison. Arnaud Démare, c'est surtout pour ses victoires au final qu'il a marqué vraiment cette saison. Oui, bien sûr, sur ses victoires et aussi sur le niveau. On l'attendait, Démare, c'est un bon sprinter, mais on ne l'attendait pas forcément à ce qu'il remporte le maillot Cyclamen Giro. En tout cas, moi, je ne l'attendais pas vraiment à ce niveau-là. Il s'est aligné sur énormément de petites courses qu'il a dominé. Il a remporté le Tour du Poitou-Charentes, le Tour de Wallonie. Il a fait énormément de bons résultats. Sur Milan-Turin, il écrase la plupart des gros sprinters. Pour moi, c'est une saison réussie grâce à ses victoires, très clairement. Ouais. Brice,
Tu as cité Julien Lafilippe, mais Arnaud Desmar, c'est une saison qu'on pouvait attendre de lui ou c'est assez étonnant un petit peu? Non, non, clairement, c'est une saison qu'on pouvait attendre de lui. Est-ce qu'on se disait qu'elle allait arriver? Ça, c'était la vraie question. Parce qu'on a souvent eu beaucoup d'attentes en Arnaud Desmar et puis parfois, ça ne s'est pas véritablement confirmé. Moi, je reprends ce que dit Alex. On parle beaucoup de la Vuelta, du Giro d'Arnaud Desmar et ses innombrables victoires d'étape. J'ai vraiment l'impression que cette année, on sous-estime un petit peu, parce que peut-être moins clinquante et moins médiatique, peut-être sa victoire sur Milan-Turin, qui, pour moi, marque un vrai tournant. Et quand il a gagné cette épreuve-là, cette classique italienne, je me suis dit que sur cette fin de saison, on pouvait avoir du grand Arnaud Desmar, parce qu'il claque quand même beaucoup devant beaucoup de sprinteurs sur cette épreuve italienne. Et on la cite pas souvent, mais c'est une victoire qui a fière allure dans son palmarès cette saison. C'est vrai qu'il demande du beau monde sur cette course qui était pour une fois destinée aux sprinters. Aux sprinters, ouais. En vue de Milan-San Remo, il devance Caleb Ewan, Wout van Aert, Peter Sagan, Danny Van Poppel, Nasser Bouhanni, Fernando Gaviria. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y avait du beau monde. Alors on n'abordera pas le sujet des sprinters, mais est-ce que Arnaud Desmar c'est peut-être le sprinter de cette année? Clairement, oui. C'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que vous le mettez en avant côté français? La dernière fois qu'il avait gagné une grande course devant tous les sprinters, c'était Hambourg il y a de très nombreuses années, où il y avait tous les sprinters qui étaient là ou presque. Il y avait eu Greipel, Bonnen, Christophe qui était déjà là, Sagan et plein d'autres. Et après, on se disait, ça y est, c'est bon, c'est sa première année pro, il avait déjà battu des Cavendish et d'autres au Qatar, sa carrière se lance, et on attendait une confirmation. Et il y a eu des résultats sporadiques, à droite à gauche, et là, c'est bon, quoi. Il y a un cap qui est nettement passé, parce que après ce Milan-Turin, bon, Milan-San Remo, ça n'a pas été pour sprinter, mais le Tour de Wallonie, il est capable de résister à des Gilbert, à des Van Avermaet, dans les côtes. Les championnats de France, il se montre très costaud et il bat à la Philippe à la pédale, clairement. Il passe à un rien de gagner les championnats d'Europe dans la foulée, bon, tant mieux. Je trouve que le maillot bleu-blanc-rouge est plus beau que le maillot de champion d'Europe. Il fait pas le tour, c'est peut-être la déception, mais il n'y avait pas beaucoup d'étapes pour sprinter. Il se rattrape magnifiquement avec le Giro, quoi. 4 étapes, le maillot cyclamen. Il y avait pas photo, c'était lui le meilleur sprinter sur le Giro, mais pour moi, il n'y a pas photo, c'était lui le meilleur sprinter de tout le peloton cette année. Et j'ai hâte de le voir sur les routes du Tour en juillet prochain. Brice, tu n'as pas forcément l'air d'accord avec ces derniers points? Évidemment qu'Arnaud Desmar a sorti une saison XXL. Ses performances, son train sur le Giro, ça a été affolant, vraiment. Et on se félicite d'avoir le retour en force du sprint français sur les grands tours. Mais de là à dire tout de suite, je pense qu'il faut tempérer un peu, de là tout de suite à dire est-ce que c'est le meilleur sprinter du monde ou de la saison. Il ne faut pas oublier aussi les performances, les sprints magistraux qu'ont pu sortir les Caleb Ewan, ou encore la puissance dégagée par Sam Bennett notamment. Donc évidemment, chacun, ils ont fait leur course un peu dans leur coin. Les deux premiers, Ewan, Bennett que j'ai cité, ils étaient sur le Tour de France. Desmar, lui, a opéré sur le Giro. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais eu, malheureusement, mais bon, le calendrier a voulu ainsi et la répartition des courses était comme ça au programme de chacun. On n'a pas pu avoir une confrontation directe entre les trois gros cadors du sprint cette année. On pourrait même inclure Wout van Aert. Pardon ? Milan-Turin. Oui, ils mais étaient on parle tous là. Il y avait aussi Bien Van Aert, il y avait Sagan, il y avait Van Der Poel, et ils étaient tous là. Bien sûr, mais il manquait que Bennett. Voilà. Non, Bennett y était. C'est pour ça que tout à l'heure, Geoffrey, je mentionnais Milan-Turin comme déclic, parce qu'il y avait tous les cracks qui étaient là. Mais c'est juste que, bon, c'est une épreuve, certes, mais sur une redondance de sprint et sur une redondance des confrontations, peut-être que ça manque à l'appel en cette saison 2020 pour dire oui, c'est Sam Bennett, Caleb Ewan ou Arnaud Desmar qui est le meilleur sprinter de cette saison. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que malgré le fait qu'Arnaud Desmar soit un très bon sprinter, je ne pense pas que ce soit le meilleur sprinter de cette saison, tout simplement parce qu'on oublie qu'il y a eu une saison avant le Covid, et avant le Covid, Arnaud Desmar était totalement transparent, là où des Sam Bennett, Caleb Ewan, Pascal Ackermann ont brillé. Donc une saison, enfin,
Une saison, ça se juge sur une saison. On ne peut pas oublier qu'il y a eu une première partie de saison de janvier à mars. Et je pense qu'en fait, le fait que Desmar soit transparent sur la première partie de saison pré-Covid, plus tout ce qui vient avant Milan-San Remo, ça lui est dommageable. Et je pense que pour moi, en tout cas, il perdra mon vote là-dessus. Et je voterai Sam Bennett sur la finale du Sprinter de la saison. En même Justement, temps, il est transparent sur le début de la saison parce qu'il reprend sa saison à l'UAE Tour. J'ai pas souvenir qu'il ait fait une course avant et après il était bloqué dans un hôtel à Abu Dhabi. C'est difficile d'avoir des résultats dans des courses quand on est bloqué dans son hôtel. S'il avait pu revenir, a priori il devait être sur Paris-Nice et il aurait peut-être fait des choses dans des étapes qu'il y avait pour lui. mais sinon, Alex, Geoffrey, vous m'avez cité Arnaud Démare comme coureur français de la saison. Pourquoi pas Julien Alaphilippe? Parce qu'Alaphilippe, en fait, je l'attendais à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment eu de grosses surprises au niveau de Julien Alaphilippe. Pour moi, il y a une différence entre avoir une bonne saison et une bonne saison au niveau des attentes qu'on place sur un coureur. Pour moi, Julien Alaphilippe, limite, il m'a déçu parce qu'il n'a pas gagné Liège-Bastogne-Liège alors qu'il avait course gagnée. Et je pense que s'il avait gagné Liège-Bastogne-Liège, j'aurais pu le mettre au niveau d'Arnaud Démare. Les championnats du monde, mais il a fait une bonne saison à la Philippine, il a gagné les championnats du monde, il fait podium de Milan-San Remo, il fait 5e à Liège-Bastogne-Liège, mais il manque un truc en fait, il manque un monument pour qu'il puisse gagner. Il a gagné les championnats du monde, c'est la première fois qu'un Français gagne les championnats du monde depuis tellement d'années, mais il ne faut pas oublier que c'était le favori numéro 1 avec Wout van Aert, tandis que Arnaud Démare, moi je ne l'attendais pas du tout au niveau ses performances. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'était un bon sprinter, on pouvait l'attendre à ce niveau-là. Oui, on pouvait, mais au début de la saison, on se disait pas Arnaud Démare, il va peut-être remporter le maillot Clemens sur Giro. Arnaud Démare, il va faire le plus de victoires sur l'UCI World Tour. Il va remporter 4 étapes sur le Giro. Mais à la Philippe, au début de la saison, on aurait pu dire oui, il va gagner les championnats du monde, oui, il va faire podium sur Milan-San Remo, oui, il va faire podium sur Liège-Bastogne-Liège. Donc pour moi, la différence, elle joue à ce que à la Philippe, on l'attendait à ce niveau, mais pas Démare. Et pour moi, à mon avis, Démare, il marque des gros points là-dessus. Ouais, je suis un peu dans la même idée, il y a ce côté d'attente, quoi. Autant au championnat du monde, on l'attendait énormément là-dessus et ça n'a pas manqué. Il s'est montré le plus fort et il a remporté un magnifique titre que la France attendait depuis longtemps. Mais sur le Tour de France, il sort de 2 années où, il y a 2 ans, il gagne 2 étapes, le maillot à poil. L'année dernière, il fait un raid en jaune époustouflant et finit dans le top 10. Là, il gagne l'étape de Nice et son petit règne en jaune fait sploff de façon ridicule vu comment ça se termine. Milan-San Remo, oui, non, maintenant, Alaphilippe fait 2e de Milan-San Remo. C'est une déception. Malheureusement pour lui, il a atteint le stade où... comme Jalabert il y a 25 ans, faire 2e ou 3e, c'est pas assez suffisant. Liège-Bastogne-Liège, il l'avait pour lui et il fait une belle connerie et c'est à cause de ça qu'il le gagne pas. Et surtout en plus, il fait l'impasse sur la Flèche Wallonne 4 jours avant qui est en train de devenir sa course. C'était la course de Valverde, maintenant on a l'impression que ça devenait la course d'Alaphilippe. Le plateau était pas hyper reluisant, on peut penser qu'il aurait pu le gagner relativement facilement et Liège, non seulement il le perd, mais il y a la façon dont il le perd, quoi. Entre la vague dans le sprint qui est ridicule, le fait de lever les bras sans regarder à côté. Bon, tout le monde fait cette erreur une fois dans les grandes courses. On se moquait d'Éric Zabel dans la Via Roma il y a quelques années. C'est bon, Alaphilippe a repris le spot pour les blagues là-dessus pour les 15 prochaines années. Mais justement, Julien Alaphilippe a quand même été champion du monde, ça on peut quand même, vous l'avez souligné. Est-ce que ça compense pas un petit peu son Tour de France avec seulement quelques jours en jaune, seulement une victoire d'étape, seulement un podium sur Milan-San Remo? Ça compense un peu, mais on va dire que je repense à où était le cyclisme français il y a 15 ans et c'est bien qu'on puisse avoir un débat entre le mec qui a gagné le plus de courses dans l'année et le mec qui est champion du monde quand même. C'est sûr que depuis quelques années, il y a eu une belle progression, et en tout cas, ça c'est sûr on ne peut que s'en réjouir. Donc, si je vous écoute, c'est quand même relativement serré entre Julien Alaphilippe et Arnaud Démare. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres coureurs français qui sortiraient un peu du lot? Parce que en dehors de ces deux coureurs, si on regarde sur le forum, la finale, ça se joue entre 5 coureurs. On a Julien Alaphilippe, Arnaud Démare, mais aussi Guillaume Martin, Benoît Cosnefroy et David Gaudu.
ce sont des coureurs un petit peu trop en dessous d'Alaphilippe et Desmar? C'est des coureurs, leur bilan, il y a 15 ans, on aurait été hyper content d'avoir un Français qui font ce que Godus, ce que Cosnefroy et ce que Martin ont fait cette année. Et le cyclisme français va bien mieux. Et oui, ils font des très belles saisons. Et Desmar et Alaphilippe et Desmar sont nettement au-dessus. Brice, Ouais, je suis d'accord, c'est pas la même catégorie au final. Il y a Alaphilippe, Desmar, il y a un trou. Et ensuite, il y a les 3 autres. Ils ont fait une très bonne saison, mais ils juste pas du même niveau. À mon avis, ils seront contents s'ils prennent 4-5 votes, c'est clair. Brice, avant qu'on commence l'émission, t'essayais de réfléchir un peu à des coureurs que tu pourrais citer en dehors d'Alaphilippe et Desmar. C'est compliqué d'en mettre au même niveau que ces deux coureurs-là. Clairement, ça joue pas dans les mêmes catégories, mais on peut être fier de voir des coureurs comme David Gaudu et Guillaume Martin qui montrent qu'ils franchissent des steps année après année. On a des jeunes pousses qui ont 22, 23, 24 ans qui ont fait leur premier tour cette saison. On peut penser aux jeunes coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale notamment, qui ont montré des belles... des très belles qualités, des très belles motivations pour aller se frotter avec les meilleurs. Alors ça ne veut pas dire rivaliser avec les meilleurs, mais d'essayer au maximum d'engranger de l'expérience dans des situations de course parfois compliquées. À présent, nous avons donc vu la récompense un petit peu du meilleur coureur français de cette année. Ça se joue pour Brice, Alex et Geoffrey. Ça se joue donc entre Arnaud Desmar et Julien Alaphilippe. C'est un débat qui se tient, un débat assez serré. Passons à présent aux coureurs de l'année, toutes nationalités confondues. Et là, il va y avoir du monde. Alors messieurs, ma question est simple. Pour vous, qui est le coureur de cette saison 2020? Alex, pour commencer. Pour moi, en fait, j'ai eu du mal à choisir, mais je pense que pour moi, c'est Primož Roglič. Tout simplement parce qu'il est pas loin de faire la saison parfaite, il est pas loin de gagner toutes les courses sur lesquelles il s'aligne, et ça, c'est très très fort. Il remporte ses championnats nationaux, ça, on l'attendait légèrement. Sur le Dauphiné, il est très bon, malheureusement. Il a une blessure, il peut pas finir la course, donc il peut pas remporter. Et derrière, il fait un très bon Tour de France, même si c'est entaché par la victoire de Tadej Pogačar au final, mais il finit quand même 2e. Sur les championnats du monde, il est un peu en dessous, mais on ne l'attendait pas forcément à ce qu'il joue la gagne, c'était plutôt entre Alaphilippe et Van Aert. Derrière, il remporte Liège-Bastogne-Liège, je pense que pas beaucoup de gens le voyaient remporter cette course, qui était encore une fois plus pour Alaf. Et enfin, derrière, il remporte la Vuelta, donc il remporte au final son grand tour. Ça fait quand même 2 podiums sur les grands tours, dont un qu'il remporte, un monument en la personne Liège-Bastogne-Liège, un top 10 sur les championnats du monde et une course, donc le Tour de l'Ain, plus un championnat national. Pour moi, c'est largement mérité pour Roglič ce titre de meilleur coureur de l'année, malgré l'échec entre guillemets au Tour de France. Primož Roglič, qui d'ailleurs termine pour la 2e année consécutive en première position du classement mondial UCI, ce qui montre qu'il est encore une fois très 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 performant. Geoffrey, de ton côté, quel coureur désignerais-tu le meilleur coureur de 2020? Wout van Aert. Un autre Jumbo-Visma. Un autre, en même temps, on en reviendra tout à l'heure, pour moi c'est l'équipe de l'année, la Jumbo-Visma. Le Van Aert qui revient de loin, il avait un accident très violent sur le Tour de France l'an dernier. Il revient timidement au cyclocross cet hiver, il rate le podium aux mondiaux, on se demande comment il va être. Il s'est quand même gagné un cyclocross majeur une semaine après. La route reprend, il reprenait tranquillement. Il y a juste eu l'Omloop où il n'était pas trop des meilleurs, mais la reprise en août a montré qu'il a vu tout le temps de refaire ses capacités physiques exceptionnelles. Il gagne l'Estrade Bianche, il finit sur le podium à Milan-Turin, alors qu'on le disait tout à l'heure, il y avait tous les meilleurs sprinters. Il remporte Milan-San Remo. Il s'aligne au Dauphiné, il gagne la première étape et après il fait un bon boulot d'équipier. Il finit même maillot vert au Dauphiné, je l'ai plus en tête. Il remporte le championnat de Belgique du contre-la-montre dans la foulée. Il va sur le Tour, il gagne 2 étapes, il fait un boulot d'équipier absolument monumental pour Roglič. Il rate le titre, il rate un peu ses mondiaux, mais il récupère quand même une médaille d'argent dans les 2 catégories.
Enfin voilà quoi, il fait une année absolument complète, il est présent partout où il peut être. Il remporte un monument, il remporte 2 étapes sur le Tour, il fait podium aux mondiaux, il est encore dans le coup rond de... Brice, pour finir, pour toi, qui est le coureur de 2020? Geoffrey et Alex ont cité les deux piliers, Roglic et Wout van Aert. Pour moi, j'ai le troisième pilier, c'est Tao Geoghegan Hart, qui surprend tout son monde en remportant le Giro. Alors pourquoi Tao Geoghegan Hart? Parce que C'est osé un petit peu. Ouais, c'est osé. C'est osé parce que déjà personne l'attendait. Mais moi, ça va au-delà de ça. Pourquoi le Britannique, pour moi, c'est le coureur de l'année? En fait, en 2019, quand il a vraiment émergé du point de vue sportif et surtout médiatique, c'est notamment sur le Tour des Alpes où il est avec Pavel Sivakov. Ils sont alignés ensuite sur le Giro où Geoghegan Hart s'effondre, il prend l'eau, il abandonne même. Et par contre, Pavel Sivakov, lui, performe et rentre dans le top 10. Je crois qu'il est 9e au classement général du Giro, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et voilà, donc on parle de Sivakov partout comme la révélation, le franco-russe qui va prendre la relève. Et on enterre un petit peu Tao Geoghegan Hart. L'année 2020 débute, une saison complètement, quasiment amorphe. Et vient ce Tour d'Italie, ce Giro, où en fait il vient en lieutenant de luxe pour Geraint Thomas en montagne, sachant que l'équipe Ineos Grenadier n'est pas excessivement bien armée en montagne. Geraint Thomas tombe, on connaît l'histoire, on va pas la refaire. Et il s'est révélé, il a pris ses responsabilités et surtout il a assuré. Et je pense qu'on voit ça, on se dit c'est bon, un coureur de plus, etc. Mais tout ce que ça demande pour arriver à ce niveau-là, moi, j'ai envie de mettre en avant le Britannique sur cette saison 2020. Alex, je te vois un petit peu sceptique par rapport à ce que dit Brice. Ouais, mais enfin, Geoghegan Hart, c'est un coureur qui a bien performé cette année, mais c'est pas le coureur de l'année. Enfin, quand on dit saison 2020, c'est pas vraiment le premier nom qui vient en tête. Moi, je m'attendais à ce que Brice nous ressorte Julien Alaphilippe, justement. En tant que contender pour le titre de coureur de l'année. Mais Geoghegan Hart, en dehors de son Giro, en fait, il n'a rien fait. Enfin, pour moi, le coureur qui doit remporter le titre de coureur de l'année, c'est quelqu'un qui a brillé durant toute la saison. Et certes, Geoghegan Hart, on ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est pas vraiment le coureur de l'année. Il a remporté le Giro, c'est bien pour lui, mais on remporte le Giro, c'est un grand exploit. Mais comparé à des Roglic et compagnie, ou même à Van Aert, c'est pas celui qui entre le plus dans les mémoires. Alors, Alex, il y a deux réponses à ça. Le premier, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Meilleur coureur de l'année, est-ce que pour nous, c'est une progression? Est-ce que c'est en termes qualitatifs? Est-ce que c'est en termes quantitatifs de victoire? Donc, le curseur, il est très personnel et c'est toujours la beauté des discussions des awards quand on remet des prix. Et en vrai... C'est toujours subjectif, en effet. Exactement. Il y a une part de subjectivité, d'où le curseur. Et pourquoi Tao Geoghegan Hart? Parce que vous avez cité avec Geoffrey ceux qui ont laminé, ou en tous les cas ultra dominé cette saison 2020, Roglic et Wout van Aert. Donc ça permettait aussi de mettre en lumière un autre coureur et pas de faire un doublon avec les deux coureurs de la Jumbo-Visma. Et alors sinon, Tadej Pogacar, non, c'est... Ouais, parce que c'est un petit peu faible. Justement, parce que quitte à citer un autre que Jumbo-Visma, tu évoques un coureur qui perd du temps dans le début d'un grand tour, mais qui a sa forme qui va crescendo, qui s'impose, qui domine des cas en montagne, qui va se retrouver même à se sublimer dans le contre-la-montre final pour remporter un grand tour. Un petit jeune qu'on attend depuis 2 ans, qui avance avec des résultats qui vont petit à petit. T'aurais pas dit Tao Geoghegan Hart juste avant, on aurait pu croire que tu parlais de Tadej Pogacar. Hein. Effectivement, sauf c'est un que petit Pogacar, peu il a fait des trucs en plus du tour qu'il a gagné. Sauf que Pogacar n'a pas fait une saison 2019 si lambda que celle de Tao Geoghegan Hart. Donc si, c'est une énorme performance de Tadej Pogacar en 2020. Mais moi, c'est pas en tant, c'est plus sur la manière dont ce coureur a été oublié, Geoghegan Hart en 2019. Et enfin, il arrive à montrer au monde professionnel ce dont il est capable. Disons que ton curseur se place un petit peu plus avec une jauge progression par rapport à l'année précédente
que ce que peuvent avoir Alex et Geoffrey, si on devrait résumer un petit peu ta pensée. Oui, parce que c'était quand même étonnant de passer que ce coureur n'arrive pas à performer ou à montrer des choses, ou en tous les cas à mettre en avant ses capacités. Alors Alex, pour continuer un petit peu ce tour de table, tu nous as cité Primoz Roglic. Pourquoi tu ne cites pas Wout van Aert, par exemple, qu'a évoqué Geoffrey? Van Aert, j'aurais pu le citer. Pour moi, en fait, ça se jouait justement entre Roglic et Van Aert. Après, Wout van Aert, j'ai vu sa saison, elle est très impressionnante. Et il fait deuxième sur le ronde, il gagne Milan-San Remo, deuxième sur les championnats du monde. Et il gagne le maillot vert sur le Dauphiné. Il aurait pu jouer le maillot vert sur le Tour de France d'ailleurs. Il finit 5e sans vraiment le jouer. Il a fait une saison il a fait un quasi sans faute au final. Mais je pense que la saison de Roglic est un poil plus impressionnante, notamment parce qu'il Roglic, il fait comme Van Aert, il remporte un monument, il remporte Liège-Bastogne-Liège. Van Aert avait remporté Milan-San Remo. Et derrière, Roglic, il remporte la Vuelta, il fait deuxième du Tour. Les performances de Van Aert, il fait deuxième du Ronde. Mais après, deuxième des championnats du monde, certes, Roglic, il fait sixième de ce même championnat du monde, alors que Roglic n'était même pas dans les favoris. Donc, pour moi, au final, la saison de Roglic, elle est comparable à celle de Van Aert, mais Roglic, il est légèrement au-dessus parce qu'il a fait plus de bonnes performances que Van Aert, tout simplement. Alors pour terminer un petit peu cette vue globale sur le coureur qui a marqué cette année 2020, sur le coureur tout simplement de cette année 2020, je vais quand même vous citer les finalistes sur le forum du groupe Eto. Donc on a évidemment Primoz Roglic, on a évidemment Wout van Aert, et on a également Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel, que vous n'avez pour l'instant pas cité. Ça semble assez serré en tout cas. J'aurais mis Van Der Poel en 3 éventuels d'un podium derrière Van Aert et Roglic. Avec là aussi encore une progression, on pense à toi Brice. Là, je trouve ça, et là je trouve ça même presque déplacé pour Tadej Pogačar qui normalement devrait ressortir du lot. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, il a fait une fin de saison tonitruante. Alors évidemment, il y a eu sa saison de cyclocross précédemment, mais sa saison sur route a été moins flamboyante, par exemple, qu'un Wout van Aert, son concurrent direct. C'est vrai qu'il a performé, pas forcément tout au long de la saison, pas forcément au même niveau, mais en tous les cas, on voit qu'à la fin sur les dernières courses, il avait un niveau vraiment extraordinaire. Donc, mettre Mathieu Van Der Poel devant Tadej Pogačar, je trouve que ce serait quand même un petit peu exagéré. Excuse-le, le coronavirus l'a empêché de gagner l'Amstel et Paris-Roubaix. À présent, passons aux coureurs qui ont le plus progressé, ou tout du moins dont la progression a été le plus remarquée en cette saison 2020. Brice, pour commencer, quel coureur tu sortirais du lot dans cette catégorie? Gegenhardt? Alors, pas Gegenhardt, on rebascule du côté français. C'est notre très bon coureur Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R La Mondiale. Il a fait des choses auxquelles tu ne t'attendiais pas Alors là, si on parle vraiment de progression, oui, parce qu'en 2019, il a fait une saison, il a fait une très belle saison qui s'est cantonnée, entre guillemets, aux épreuves françaises. Vainqueur à la louche du Tour du Limousin, Paris-Camembert, le Grand Prix de Plumelec, la Poly-Normande, et des petits frémissements au niveau international avec le Grand Prix de Montréal où il fait un top 10 et la Flèche Wallonne où il accroche quasiment un top 10, je crois qu'il est 12e. Donc on avait ces petits frémissements où on s'est dit, Benoît Cosnefroy, c'est un formidable puncher, un très bon coureur français en devenir. Est-ce qu'il va pouvoir passer le niveau au-dessus? Donc on attendait, c'était l'enjeu notamment de l'équipe AG2R La Mondiale sur ces épreuves-là, enfin sur les épreuves d'un jour, sur les classiques. Et Benoît Cosnefroy, il a répondu présent sur toute la ligne. Quand on regarde sa fin de saison 2020, elle est quand même extrêmement costaud, de la sortie du Tour de France jusqu'aux dernières épreuves, en passant par Flèche-Brabançonne et Paris-Tour. Il y a le moment du Tour de France où il est maillot à poids pendant quasiment 15 jours, où quasiment
il court presque contre nature pour sauver ce maillot à pois. Peut-être qu'on dit contre nature, mais ça l'a peut-être servi pour la suite de sa saison et à être autant en forme sur les mois de septembre et octobre. Donc oui, une très belle progression parce que maintenant, en plus d'avoir Julien Lafilippe qui joue avec les meilleurs sur les classiques, on peut avoir un Benoît Cosnefroy qui vient pointer le bout de son nez, et pas seulement parce qu'il monte sur les podiums. Reste plus qu'à gagner. Geoffrey, de ton côté, quel coureur a le plus progressé, le mieux progressé en cette année 2020 ? Pour moi, c'est Filippo Ganna. Un pistard. Étonnant. Déjà, il a progressé énormément sur la piste. Avant lui, le meilleur temps au niveau de la mer en poursuite, c'était 4,07 au championnat du monde. Il est descendu sous les 4,02. C'est une progression qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de la poursuite. La piste de Berlin était rapide, il y avait les bonnes conditions, mais quand même, un mec qui bat 3 fois son propre record du monde, c'est quand même pas mal. Et sur la route, il a nettement confirmé, quoi. Effectivement, il a perdu un contre-la-montre en Argentine face à Evenepoel en début d'année, mais sinon, il a tout gagné. Il a écrasé les mondiaux, il a écrasé les chronos du Giro. C'était nettement le plus fort. Il commence même à montrer des bonnes capacités quand la route s'élève. La victoire qu'il a en échappée, c'est pas une surprise pour moi. J'attends tranquillement qu'il continue à avancer. Il va rester dans le pôle piste italien pour les prochains Jeux Olympiques, à voir s'il y reste jusque 2024 ou pas, parce que c'est l'élément clé d'une équipe italienne en poursuite qui vise le titre olympique. Dans l'intervalle, j'attends à ce qu'il s'attaque au record du monde. Il le fait n'importe où en Europe, il bat largement le temps de Campenard. S'il ose le faire au Mexique, il peut aller taper les 56-57 km. Et après... Candidat à une belle place sur le Tour de France, oui. Candidat à une victoire sur le Giro, si jamais il se dit qu'il veut viser le Giro, les organisateurs, RCS ira placer sans aucun souci 3 contre-la-montre de 60 km sur les 3 semaines pour faire en sorte de favoriser les coureurs italiens. C'est pas comme si c'était du jamais vu. Pour moi, Filippo Ganna est la grande progression de cette année. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit encore la grande progression des 2, 3, 4 années à venir. Par contre, il n'y aura plus beaucoup de marge de progression pour l'avenir pour Filippo Ganna, mais c'est sûr qu'en tout cas... Voilà, pas dans le contre-la-montre, mais dans le reste de son cyclisme. C'est un poursuiteur et peut-être va-t-il suivre le chemin tracé par Bradley Wiggins ou Geraint Thomas avant lui au sein de l'équipe Ineos. L'équipe Ineos qui d'ailleurs... Fausto Coppi et Francesco Moser avant lui en Italie. Si on remonte bien plus loin également, évidemment. Et Alex, de ton côté, quelle est la plus grosse progression de 2020 ? On a eu Benoît Cosnefroy, on a eu Filippo Ganna. Est-ce que tu vas avoir un avis un petit peu différent ? Oui, un avis différent. Bon, un peu biaisé parce que c'est un Australien. Pour moi, c'est Jay Hindley. Encore un coureur du Giro. Encore un coureur du Giro, absolument. Un Giro assez surprenant et assez révélateur. Bon, non seulement parce qu'il vient d'une de mes villes préférées qui est Perth, mais surtout la meilleure performance hors sa deuxième place assez incroyable sur le Tour de Pologne l'année dernière, on ne l'entendait pas énormément. C'était une 10e place assez anonyme sur les championnats d'Australie. Alors Hindley, on savait qu'il avait des capacités pour grimper, mais on se disait jamais c'est un coureur de grand tour, il va faire des trucs énormes. Comparé à un Geoghegan Hart, on se disait Ineos peut le porter, un jour c'est la relève des Froome, des Thomas et compagnie, un jour il va jouer la gagne sur les grands tours. Hindley, on était là, ouais, un jour il va faire un top 10 sur le Tour de France, ouais, pourquoi pas, une 9e, 10e place. Et cette année sur le Giro, il a été absolument incroyable. Avec Wilco Kelderman sur la Sunweb, on attendait beaucoup qu'à un moment Hindley il lâche et qu'on joue tout pour Kelderman, mais au final c'est Hindley qui s'est accroché, c'est Hindley qui a joué la gagne jusqu'au bout, et jusqu'au chrono final il s'est accroché, il était moins fort au chrono à la fin, mais il finit 2e du Giro d'Italia sur un parcours où on ne pensait pas qu'il puisse atteindre ces sommets-là. On pensait peut-être qu'il va, en tant qu'équipier, il va accrocher un fond de top 10 parce que le plateau n'était pas extraordinaire à la base, il faut s'en rappeler aussi, mais pour moi, Hindley, c'est celui qui a le plus progressé comparé de l'année 2019, où à part sa 2e place au Tour de Pologne, il fait dans un relatif anonymat, à la saison 2020, où certes,
avant, comme je disais, la saison se résume pas à une course, mais il est beaucoup plus consistant sur ses résultats. Il fait des fonds de top 10 sur des courses World Tour, donc sur le Tour de Pologne et le Tirreno Adriatico, il finit entre la 10-15e place, je me souviens plus exactement, mais il est là. Il remporte l'Heraldson Tour chez lui. Encore une fois, la concurrence n'est pas énorme, mais c'est quand même une victoire qui lui manquait l'année précédente. Et enfin, il conclut une très très bonne saison en faisant deuxième du Giro. Et pour moi, c'est ça qui montre la progression. C'est un coureur on est passé de dire ouais, il va faire que des fonds de top 10, il n'est pas promu à un grand avenir. Et là, il prouve que sur un Giro très mouvementé, il peut suivre les meilleurs et il va même chercher le podium. Donc pour moi, la progression de l'année, c'est Jay Hindley. Alors d'ailleurs, Alex, tu nous parles donc de Jay Hindley. Tu es le seul parmi vous trois à citer un coureur que l'on retrouve en finale parmi les votes du groupe Eto. Parmi les votes du groupe Eto, on retrouve donc en finale de la meilleure progression de l'année avec Jay Hindley, Marc Hirschi et Joao Almeida. Deux autres coureurs qui ont marqué les grands tours, le Tour de France pour Marc Hirschi et le Tour d'Italie pour Almeida. Je me souviens sur l'émission qu'on avait faite sur la première semaine du Tour de France, je vous avais demandé est-ce que Marc Hirschi est la révélation de ce Tour de France, et de mémoire vous m'aviez dit oh quand même on s'attendait un peu à voir ce coureur plus ou moins à ce niveau. C'est aussi pour ça que c'est pas le coureur en tête de votre classement? C'est une très bonne question, Mathieu, parce que Marc Hirschi mérite. Alors oui, il fallait citer un coureur, donc forcément il y a encore une fois le petit côté peut-être personnel qui vient, notamment avec Alex. Voilà, avec Jay Hindley, il y a aussi une part d'affectif derrière. Marc Hirschi, de toutes les manières, mériterait amplement le titre de meilleure progression de l'année quand on voit les performances qu'il sort. Alors peut-être qu'on a tenu ses propos sur la première semaine du Tour de France, c'est qu'ensuite il a confirmé pendant les 2 semaines qui ont suivi, puis après avec les classiques, puis les championnats du monde, etc. Donc oui, très clairement il fait, en tout cas c'est un des coureurs majeurs de cette saison. Le seul petit bémol, c'est que je suis étonné de ne pas voir de Français dans le classement que tu as cité, Mathieu. Alors, c'est pas pour être un petit peu franchouillard ou 100% tricolore, mais c'est vrai qu'il y a de très bons coureurs qui auraient pu faire partie de cette liste. Et je suis un petit peu surpris qu'il n'y en ait pas au moins un qui soit présent. Après, je ne sais pas si c'est le calendrier aussi qui a fait que, mais on a eu beaucoup de jeunes qui se sont révélés cette année. Et je veux dire, on se passerait là autour d'une table, on discute pendant 1 heure, et on pourrait continuer à ressortir des noms et à se dire ah oui, lui aussi, on pourrait le citer comme meilleure progression de l'année, tellement il y a de candidats potentiels dans cette saison atypique. Alors, pour te répondre, Brice, on a un coureur français qui est 4e du premier tour sur les votes sur le forum, c'est Guillaume Martin, qui n'a pas pu accéder à la finale. Guillaume Martin, qui n'est toujours pas le coureur que tu as cité. Et pour clôturer un petit peu sur les progressions, si on se base uniquement sur le classement UCI, parmi les 100 meilleurs coureurs de cette année 2020, le coureur qui a le plus progressé, eh bien, c'est Lennart Kemna, qui est passé de la 821e à la 66e place. Mais on a également des coureurs comme Joao Almeida qui ont progressé de plus de 600 places, si je ne me trompe pas. Pour terminer à présent ce podcast, on va évoquer un petit peu l'équipe qui a le plus marqué cette saison 2020, l'équipe qui a été la plus impressionnante, la plus forte sur cette année. Alors, je connais vos réponses, cette fois-ci, vous m'avez tous les trois cité les équipes qui sont en finale parmi les votes du groupe Eto. Pour commencer, Brice, pour toi, quelle est la meilleure équipe de 2020 ? La team Sunweb. Pourquoi ? Pour la performance sur le Giro, pour la course d'équipe sur le Tour de France ? Alors parce qu'ils sont présents depuis le mois de janvier en Australie jusqu'à la fin de la saison 2020 sur le Giro, parce qu'ils ont gagné 16 victoires avec 9 coureurs différents. Et il y a eu un mélange d'expérience, de jeunesse, et surtout ils ont montré alors je sais pas comment bien l'exprimer, mais une capacité, une cohésion d'équipe qui était assez remarquable. Il y a eu déjà des tactiques de course,
Il y a eu des stratégies de course, des stratégies d'équipe qui ont été phénoménales, qui nous ont vraiment bluffé sur certaines étapes, qui ont animé les différentes épreuves. Et c'est surtout qu'il y avait un enchaînement de c'est toi, c'est pas toi, c'est moi, si c'est pas toi, ce sera toi demain, c'est moi. En gros, on a l'impression vraiment que les égos, ou en tous les cas les envies personnelles, étaient vraiment reléguées au second plan. Et voilà, ce qui primait, c'était la victoire équipe, la victoire du team Sunweb. Et vraiment, ça a été assez remarquable tout au long de la saison. Et impatient de voir ce que Romain Bardet va réaliser au sein de cet effectif, même s'il y a un petit bémol, en haute montagne, ça reste un petit peu, alors évidemment il y a Jane Hindley, mais ça reste un petit peu friable, donc voilà, très impatient de voir la Sunweb version 2021 avec Romain Bardet. Alex, pour toi, quelle est la meilleure équipe de 2020 ? Quick-Step, Deceuninck Quick-Step. Donc l'équipe de Julien Alaphilippe, notamment... De Julien Alaphilippe, de Remco Evenepoel, de Joao Almeida, d'Yves Lampart. Pour moi, c'était une saison maîtrisée. Et de Sam Bennett, effectivement. Ça une fait saison du maîtrisée. Ouais, une saison maîtrisée de bout en bout. Ils ont été présents sur tous les terrains, que ce soit pour jouer le général, pour les classiques. D'ailleurs, Dries de Venins, 37 ans, remporte la Cadel Events Great Ocean Race, où on ne l'attendait pas du tout. Ils sont présents sur les Flandriennes. Lampart fait une très très bonne saison, même si pour moi ce ne sera pas le meilleur Flandrien, mais il mérite quand même une mention dans cette émission, tout comme Florian Sénéchal. Julien Alaphilippe, on en a déjà parlé, il fait une excellente saison, un des meilleurs Français. On parle assez peu de Fausto Masnada qui a fait l'équipier pour Joao Almeida, mais il est présent aussi sur le Giro, il fait une très bonne place au général. Et il remporte un paquet de bouquets. Pour moi, la Deceuninck Quick-Step, c'est une des meilleures équipes cette année, si ce n'est la meilleure équipe, si tant est que je n'ai pas envie de voter pour Jumbo-Visma pour des raisons personnelles. Du coup, pour moi, à mon avis, la meilleure équipe cette saison, c'est la Deceuninck pour l'ensemble de leur œuvre, pour le fait qu'ils ont été consistants pendant toute la saison, qu'on les a vus tout le temps à l'avant, tout le temps à l'attaque, et qu'on les a vus dans les premières places, que ce soit du général ou de l'étape, quasiment tout le temps. Et Geoffrey, pour finir, toi, tu vas nous parler de l'équipe Jumbo-Visma. Tu m'as dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Déjà, quand 2 des 3 meilleurs coureurs du monde vont sont dans cette équipe-là, ça paraît relativement évident. À côté, on pourrait rappeler Sepkus après l'équipe décimée qui avait gagné de belle manière la dernière étape du Dauphiné. George Bennett qui fait quand même une belle saison et qui est 2e du Tour de Lombardie. Puis Van Aert et Roglic, on va pas redire tout ce qu'on a redit, mais je veux dire, si on prend les grandes courses de l'année, les 3 grands tours, le Tour de France, collectivement, c'était l'équipe la plus forte. Ils ont fait n'importe quoi, ils l'ont perdu, mais Roglic fait 2, la Vuelta, ils l'ont gagné. Le Giro... Kruijswijk et toute l'équipe qui saute avec le Covid, on peut difficilement leur blâmer de ne pas être au classement général à partir du moment où toute l'équipe a abandonné. Et si on regarde les monuments, Van Aert il gagne San Remo. Bon, il gagne pas le Ronde, mais il fait 2e. En Lombardie, Bennett fait 2e. À Liège, Roglic gagne. Je veux dire, sauf l'abandon de Kruijswijk au Giro, toutes les grandes courses qui restent, les mecs de Jumbo, soit ils gagnent, soit ils font 2, quoi. J'ai cherché, tu parlais tout à l'heure de stats que j'ai pas vérifié, j'ai cherché une équipe qui a gagné Grand Tour, Monument, qui a au moins 3 succès, qui a plein de podiums à côté, et j'ai cherché jusqu'à quand ça remontait pour trouver une équipe aussi régulière sur tous les niveaux, haut très haut niveau, enfin sur tous les terrains haut très haut niveau, et il faut remonter à Eddy Merckx, qui tout seul gagnait tout, pour trouver une équipe qui brille autant dans les plus grandes courses du calendrier. Donc la Jumbo-Visma a fait une saison à la Eddy Merckx. Voilà, que Roglic plus Van Aert plus quelques autres à côté, ça équivaut à peu près à un Eddy Merckx, c'est ça. Belle comparaison en tout cas, pour finir. Et bien voilà, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast, de cet épisode de Chasse Patate. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur ces récompenses de cette saison 2020. À présent, on vous invite à aller voter sur le forum du groupe Eto. Les votes sont ouverts pour les différentes catégories jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors allez-y dès à présent, il y a des catégories qui sont ouvertes tous les 3 jours. Merci Brice, Alex et Geoffrey d'avoir été avec moi aujourd'hui. Mais merci Mathieu, merci à vous. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation, au revoir à tous.
De notre côté, sur Chasse Patate, on se retrouve très rapidement pour aborder des sujets un petit peu plus globaux sur l'ensemble de cette saison 2021, des sujets un petit peu plus matière à débat. En attendant, vous pouvez donc nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Les résultats de nos awards, ce sera au tout début du mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans Chasse Patate.